Un médecin a prescrit un électroencéphalogramme pour votre enfant. Vous êtes peut-être angoissé et vous vous demandez comment cela va se dérouler. Nous vous proposons ici un film pour vous aider à comprendre les raisons de cet examen et son déroulement en pratique. Notre cerveau est constitué de nombreux neurones qui communiquent entre eux grâce à des signaux électriques. Ces circuits électriques sont activés lorsque nous bougeons, parlons, réfléchissons. Des perturbations des fonctionnements de ces circuits peuvent entraîner des difficultés, telles que des troubles d'apprentissage de la motricité. Une hyperexcitabilité des circuits peut être responsable de crises d'épilepsie. L'électroencéphalogramme mesure l'activité électrique du cerveau au moyen d'électrodes placées sur le cuir chevelu, prolongées par des fils de différentes couleurs et reliés à un ordinateur. Les signaux électriques captés par ces électrodes sont amplifiés, puis conduits à l'ordinateur qui les traduit sous la forme d'un tracé avec des courbes et des pointes. Le tracé comporte des courbes normales qui doivent être présentes. Elles évoluent avec l'âge de la personne et sont différentes lorsque l'on est éveillé et lorsque l'on dort. Lorsque le patient bouge beaucoup, ces courbes deviennent plus difficiles à analyser. C'est pourquoi on essaie d'avoir le plus de calme possible. Certaines stimulations, de la vue, de l'ouïe, la répétition de respiration et d'expiration, peuvent modifier l'aspect du tracé et donner des indices pour le diagnostic. Sur un électroencéphalogramme, on recherche la présence des courbes normales, témoins de l'organisation du cerveau, mais également l'existence d'éléments anormaux, comme des ondes trop lentes ou trop rapides, et surtout des pointes rencontrées plus particulièrement lors des épilepsies. Alors vous m'amenez votre petit Thomas aujourd'hui. C'est votre pédiatre qui vous a dit de venir nous voir? C'est mon médecin parce que Thomas a fait, je crois, une crise d'épilepsie il y a 3 jours et on a eu très très peur et le médecin a voulu qu'on fasse un électroencéphalogramme. Un électroencéphalogramme est demandé après une consultation avec un médecin généraliste, un pédiatre, un neuropédiatre ou un urgentiste. Au cours de cette consultation, le médecin vous interrogera sur les antécédents de votre enfant et de la famille, sur les conditions de sa naissance, son développement psychomoteur, les différents examens que vous lui avez fait éventuellement passer. Il vous demandera une description la plus précise possible des crises observées. Le médecin peut vous demander parfois de remplir un calendrier des crises, voire même, dans certains cas, de filmer les crises à la maison, ce qui peut apparaître, au premier abord, difficile pour certains parents. L'intérêt de ces vidéos doit alors vous être bien expliqué. L'électroencéphalogramme est alors programmé, soit de façon différée, soit en urgence en cas de situation aiguë pouvant nécessiter un traitement immédiat. Et ça lui fait quel âge maintenant, votre petit garçon? 18 mois. 18 mois, d'accord. Et alors, racontez-moi, vous avez d'autres enfants? J'ai une grande fille de 10 ans, oui. Et elle n'a jamais rien eu? Non. Et dans la famille, elle n'avait rien non plus? Non plus. Non, les cousins, les cousines, Personne. vos frères et sœurs? Personne. Vous n'avez jamais entendu parler d'épilepsie? Non, non, non. Donc je comprends que ça vous ait un peu affolé. C'était terrible, j'ai cru qu'il allait mourir. Oui, oui. C'est toujours un petit peu comme ça fait très très peur et pourtant ça dure vraiment pas longtemps. Généralement on pense toujours que ça durait très longtemps mais ça dure 2 minutes, 1 minute ou 2 minutes. Donc vous savez qu'on va lui faire un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'on va regarder si son cerveau, ou plutôt si l'électricité de son cerveau est normale au cours de la veille. Puis on va le faire dormir aussi, peut-être qu'il va râler un peu, il va peut-être un peu brailler, il ne faut pas vous affoler. On va essayer de le prendre dans le bon sens et puis il va dormir. Et puis après, on va essayer de voir un petit peu avec la lumière si tout va bien. Et puis je vais ensuite regarder le tracé et puis je vous dirai ce qu'il en est. Puis vous retournerez voir votre médecin avec le tracé. D'accord. Voilà, vous avez des questions? Est-ce que ça va lui faire mal? Non, ça ne va pas lui faire mal. Ça va être un peu gênant, mais on ne pique pas. On pose des électrodes sur le cuir chevelu. C'est un petit peu désagréable parce que les enfants, ils n'aiment pas trop qu'on les manipule, surtout à cet âge-là, mais ça ne fait pas mal. Et en tout cas, il ne s'en souviendra pas. D'accord. Voilà. Merci, docteur.
Si la réalisation d'un électroencéphalogramme est parfois longue et nécessite de la patience de la part du patient, des parents et du personnel soignant, il est important de bien préciser qu'il s'agit d'un examen non douloureux et sans aucun danger. Mais le fait de se trouver à l'hôpital dans un lieu inconnu, au milieu de grosses machines avec des fils collés sur la tête, sans pouvoir bouger, peut être angoissant pour une personne, d'autant plus si elle a des difficultés à comprendre la situation, les explications et les consignes qu'on lui donne. Cet examen doit donc être bien préparé pour se dérouler dans les meilleures conditions possibles, particulièrement si vous craignez que votre enfant ait du mal à s'y soumettre. Une prescription médicale est toujours nécessaire pour la réalisation d'un électroencéphalogramme. Celle-ci est rédigée par le médecin qui a examiné l'enfant, médecin généraliste, pédiatre, neuropédiatre, urgentiste. Bonjour madame. Lors de la prise de rendez-vous, un certain nombre de questions seront abordées, le plus souvent par téléphone. Celles-ci peuvent vous sembler fastidieuses, surtout si elles vous ont déjà été posées à plusieurs reprises. Mais elles sont très importantes pour l'équipe qui va prendre en charge votre enfant, particulièrement s'il s'agit d'un premier examen. Le nom de sa maladie et des examens déjà passés sont des informations primordiales. Tous ces examens se sont-ils bien déroulés, sans difficulté ? Le patient comprend-il les consignes qu'on lui donne ? Comment faut-il lui expliquer ? Quelles sont ses possibles réactions et par quoi peuvent-elles être déclenchées ? Comment s'y prendre au mieux pour communiquer avec lui ? Pour obtenir son calme, quels sont ses centres d'intérêt? Vérifiez que vous pouvez amener des objets pour le tranquilliser, doudou, livres, CD. S'il est prévu de réaliser un enregistrement durant son sommeil, il est important que l'on vous donne des conseils pour une préparation préalable. Il est utile alors que vous précisiez son heure de sieste habituelle. Dans les jours précédant l'examen, il est utile d'expliquer son déroulement à votre enfant, à votre manière, éventuellement en lui montrant des extraits de ce film et en lui commentant. Il peut aussi être utile de le préparer aux gestes qui risquent de le faire réagir. Vous pouvez en effet imaginer de l'habituer, comme dans un jeu, à lui mettre des petites crèmes sur le cuir chevelu, voire lui poser des fils de toutes les couleurs qui ressemblent aux électrodes, ou plus simplement, lui masser régulièrement le crâne. Je vous en prie. Au revoir madame. Vous êtes accueilli dans un service de l'hôpital ou un centre d'examen privé. En principe, ce service aura un certain nombre d'informations sur votre enfant, notamment celles recueillies lors de la prise de rendez-vous. Des données complémentaires pourront aussi vous être demandées. Vous êtes conduit avec le patient dans une pièce calme, pas tout à fait noire. Une caméra est parfois utilisée pour filmer l'examen. Le patient est allongé sur un lit plutôt confortable. D'autres positions sont possibles, mais toutes ne sont pas compatibles avec l'examen. Pour favoriser le calme et la détente, il peut y avoir de la musique relaxante. Pensez à amener le doudou de votre enfant. Les parents sont la plupart du temps souhaités auprès de leur enfant durant l'examen, parce qu'il rassure et apporte le calme. Il peut arriver cependant que la nervosité de l'enfant augmente, parfois simplement en ressentant le stress des parents. Or, la nervosité et l'agitation risquent vraiment de compromettre la réussite de l'examen. Il peut être alors utile de demander aux parents d'attendre dans une pièce à côté. Donc pour recueillir le signal électrique, nous allons donc poser des électrodes qui seront maintenues sur la tête grâce à ce casque. Pour recueillir l'activité électrique du cerveau, on peut aussi utiliser ce type d'électrode que l'on appelle électrode capsulex ou électrode cupule. Les électrodes se présentent soit sous la forme de ventouses,
soit de petites cupules reliées à des fils de couleurs différentes. Elles sont posées sur la peau au moyen d'une pâte adhésive, puis parfois fixées à l'aide de scotch ou de compresses enduites d'un produit appelé collodion. Il existe également des casques qui peuvent être posés directement sur la tête du patient. On pose aussi des électrodes sur le thorax pour enregistrer le rythme cardiaque et la respiration. Lorsque le patient présente des crises avec des sursauts ou des chutes, il est utile de placer des électrodes sur ses épaules pour enregistrer les secousses musculaires. Cette étape de pose des électrodes nécessite une certaine coopération et une immobilité, qui peut être difficile à obtenir lorsque le patient comprend mal ce qu'on lui fait. On peut être ainsi amené à lui tenir les mains pour éviter qu'il n'arrache les fils. Une étape qui peut donc sembler longue, parfois une demi-heure, voire plus. Mais la qualité de cette pose des électrodes est fondamentale, puisqu'elle va conditionner la qualité de l'électroencéphalogramme et sa lisibilité. L'enregistrement lui-même dure de 20 minutes à plus d'1 heure si une phase de sommeil est nécessaire. Il est important que pendant cette étape, comme lors de la pose des électrodes, le patient reste le plus calme possible, car les mouvements risquent de modifier l'aspect du tracé et le rendre plus difficile à interpréter. Il s'agit le plus souvent d'un tracé intercritique, c'est-à-dire entre les crises. Mais certaines situations particulières nécessitent que des crises soient enregistrées. Dans ce cas, l'électroencéphalogramme peut durer plusieurs heures, voire davantage. Cette situation d'attente de la crise, alors que celle-ci est habituellement redoutée, est difficile. Mais les renseignements apportés peuvent être précieux. Alors, une autre épreuve d'activation s'appelle la SLI ou stimulation lumineuse intermittente. Elle consiste à mettre devant les yeux du patient une petite lumière de fréquence variable. Elle permet de reproduire l'effet stromboscope des boîtes de nuit et de détecter ainsi les épilepsies photosensibles, c'est-à-dire les épilepsies qui se produisent chez les jeunes en boîte de nuit ou devant les écrans de jeux vidéo. Après l'âge de 2 ans, une stimulation lumineuse intermittente est systématiquement réalisée pendant l'examen. Il s'agit d'un enregistrement réalisé en même temps que l'on émet des flashs lumineux à des vitesses variables. Une réactivité à ces stimulations est observée dans certaines épilepsies. Il est demandé aussi aux patients de respirer profondément et de souffler pendant quelque temps. Cet exercice, que l'on appelle hyperpnée, permet de mettre en évidence certaines anomalies ou de les amplifier. Il arrive cependant que certaines personnes ne puissent pas comprendre ces consignes, notamment celles qui ont un handicap mental sévère. Donc l'une des épreuves d'activation s'appelle l'hyperpnée. On va demander au patient de souffler très fort par la bouche, comme s'il était essoufflé. Et cette épreuve d'activation va entraîner un ralentissement global de l'activité électrique cérébrale, pouvant mettre en évidence certaines anomalies que l'on ne verrait pas de façon spontanée. Pour certaines personnes qui auraient du mal à comprendre la consigne, on peut utiliser des explications imagées, comme par exemple souffler sur les bougies pour un gâteau d'anniversaire, ou bien souffler sur cette petite mouche de façon à lui faire tourner les ailes. Il est aussi souvent nécessaire de faire des mesures en situation de sommeil. C'est pour cela notamment qu'il est demandé aux parents de priver d'un peu de sommeil leur enfant la veille de l'examen. Parfois, on ne parvient pas à obtenir ce sommeil. Il peut être alors nécessaire de réaliser un électroencéphalogramme à l'hôpital pendant 24 heures. Une solution qui peut vous paraître contraignante, mais qui est moins stressante qu'un examen où on attend impatiemment ce sommeil qui n'arrive pas. Il arrive aussi que malgré tous les efforts, l'enregistrement en situation de sommeil ou l'enregistrement de crise soit totalement impossible. Cette situation doit être dédramatisée. Une nouvelle tentative pourra être discutée, mais il faut savoir que même dans ce cas, le traitement et la prise en charge pourront s'envisager à partir des observations cliniques
et donc malheureusement avec plus de tâtonnements. La patience et le calme sont donc, vous l'aurez compris, les maîtres mots de cet examen. Dans la grande majorité des cas, le médecin qui interprète l'examen n'est pas celui qui l'a prescrit. La lecture d'un tracé peut prendre d'une demi-heure à plusieurs heures pour les tracés de longue durée. Le résultat est ensuite transmis au médecin prescripteur qui vous le communiquera soit lors d'une consultation programmée à la fin de l'examen, soit quelques jours plus tard. L'important pour vous est donc de bien identifier le médecin qui coordonne la démarche, car c'est lui qui doit vous accompagner dans la résolution du problème de santé de votre enfant. N'oubliez pas, avant le premier électroencéphalogramme, d'expliquer son déroulement à votre enfant, disons 1 semaine à l'avance, avec vos mots, en lui montrant éventuellement ce film et en lui commentant. Pensez à le préparer aux gestes qui risquent de le faire réagir, lui mettre des petites crèmes sur le cuir chevelu, lui masser régulièrement le crâne pendant de plus en plus de temps. Si l'on vous a dit qu'on chercherait à faire dormir votre enfant, privez-le un peu de sommeil les quelques jours précédents afin de favoriser son endormissement lors de l'examen. Le jour J, dites comment vous pensez que l'on peut s'y prendre avec lui pour que l'examen se déroule le mieux possible. Amenez avec vous les éventuels supports de communication que vous utilisez et montrez-les au médecin et au personnel médical pour qu'ils soient utilisés s'ils peuvent faciliter la compréhension. Amenez donc, en concertation avec le centre d'examen qui vous reçoit, toutes les babioles qui, d'après vous, favoriseront son calme et sa patience. Après l'examen, pensez à féliciter et à valoriser votre enfant pour son comportement et sa participation à l'examen.